Quand t'es au pair, tu deviens un exemple pour eux. T'as un rôle énorme à jouer dans leur éducation. Pronti, je l'ai presque élevée jusqu'à ses 2 ans et demi. Elle comprend le français et on s'appelle maintenant pour qu'elle continue à pratiquer et commencer à le parler. Nick, je lui ai appris à faire du vélo. James, je lui ai appris à nager. Des fois, c'est dur de parler à ses propres parents. Moi, ils savent que je suis à leur niveau et ils m'ont confié et me confient plein de choses. Et eux aussi m'ont appris. Ils m'ont fait grandir d'une certaine manière. Mais en même temps, je sais pas comment expliquer, ça a été tellement vite que j'ai plus trop de souvenirs. Je sais juste que quand même, on se pose les premiers jours. Moi, je me suis quand même demandé, mais qu'est-ce que tu fais là ? Parce que tout est nouveau, on a un nouveau rythme de vie, de nouvelles habitudes. Donc c'est un chamboulement assez violent et d'un coup surtout. C'était un peu compliqué et assez embarrassant au début. Mon niveau d'anglais n'était pas très pratique. Mais je suis restée là-bas 6 mois. C'était vraiment le jour et la nuit. J'avais aucune personne française autour de moi. Là-bas, c'était vraiment 100% anglais. Donc j'ai vraiment fait beaucoup de progrès. Quand tu prends du recul, de se dire qu'à l'autre bout du monde, il y a une famille qui est prête à me faire confiance, à me laisser garder ses enfants, qui est en responsabilité énorme, en plus de ça, qui ne parle pas la langue, je trouve ça vraiment incroyable. Ça fait quand même gros et tu dis, ok, allez, c'est parti, on donne tout. Très vite, je tombe amoureuse de cette île et il y a quelque chose qui se passe. Je m'y sens vraiment bien, c'est calme, les gens sont d'une gentillesse énorme et contre toute attente, ma vie à la ferme se passe super bien. C'est pas toujours facile, mais c'est un peu l'aventure après tout. Je dirais qu'au début, c'est assez bizarre parce que c'est comme si on allait habiter chez des inconnus. En gros, on arrive dans une maison, on a notre chambre et maintenant on fait partie de la maison, partie de la famille. Ah ouais, elle va revenir tout bronzé. C'est la famille. Je suis au père babysitter. C'est génial. Il y a toujours ce truc idiot où les jours les pires d'un voyage, les expériences les plus ratées sont celles qu'on raconte le plus après aux autres. Oh, c'est un joli voyage, ça. Cet été, je vous propose une nouvelle série. French Expat vous invite à plonger dans un mode de vie et de cohabitation pas si commun, celui des au-pairs. Pour celles et ceux qui décident d'en devenir, être au pair est synonyme de vie dans une nouvelle famille, parfois à l'étranger, et afin d'apprendre une langue et de découvrir une culture. Et tout cela en échange de services de garde d'enfants. La semaine dernière, j'ai tendu mon micro à 2 familles qui nous racontaient leur expérience d'accueil d'au pair. Et dans ce second épisode, aujourd'hui je tends mon micro à Julia, Romane et Floriane, 3 jeunes filles qui ont décidé de partir à l'aventure en tant qu'au pair à l'étranger. Cet épisode va vous faire voyager entre 3 continents et plusieurs pays, les États-Unis, l'Australie ou encore l'Europe. Être au pair, pour ces 3 jeunes filles, c'est un rôle qu'elles prennent très au sérieux. Un véritable apprentissage de la vie et surtout des aventures qui ont changé leur futur. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Romane a 28 ans. Elle vit en Australie depuis près de 6 ans. À la base, elle a quitté Lyon, sa ville natale, pour réaliser son rêve, celui de devenir fille au pair à l'étranger. Aujourd'hui, elle vit au sein de sa 3e famille d'accueil et de son propre aveu, elle n'a clairement pas vu le temps passer. J'ai toujours eu quelque chose à faire. J'ai pu continuer à jouer au basket, j'ai appris à jouer au netball, qui est un sport local, et j'ai rencontré plein d'Australiens et surtout beaucoup de backpackers, avec qui on se retrouve les week-ends ou en temps libre pour faire des activités, aller à la plage, des road trips, visiter et surtout pour en profiter. Mais j'aime aussi me retrouver un peu seule pour avoir du temps pour moi, parce que après passer des journées avec les enfants, très agréable d'aller faire un tour de vélo ou montrer un peu la cuisine française, je leur fais des gâteaux au plus grand bonheur des petits. Et voilà, du coup, ma vie en Australie se passe plutôt bien. Alors, être au pair, c'était clairement le rêve de Romane, mais pourquoi ? C'est pour y faire quoi ? Qu'est-ce qu'on fait finalement quand on est au pair ?
Pour ceux qui ne savent pas, être au pair, c'est une babysitter qui vit dans une famille et s'occupe des enfants et de tout ce qui leur attache. C'est-à-dire leur dîner, la routine du bain, du coucher, préparer les vêtements pour le lendemain ou faire les lessives. Voilà, selon les familles, le job est plus ou moins différent. Et au-delà de ça, on partage tout avec eux, c'est-à-dire les activités, les repas chez des amis, les repas de famille ou partir en vacances. Moi, par exemple, je suis partie à Bali, dans les îles Fidji, et j'ai fait pas mal de villes en Australie. Du coup, en mars 2018, je me suis dit, j'ai 24 ans, ouais, ok, c'est le moment, c'est maintenant ou jamais de le faire. Donc, je me mets à la recherche de comment être une au pair, de où aller. Et j'hésitais entre l'Amérique pour un peu la culture du basket et l'Australie pour sa faune, sa flore, les plages, le surf, voilà, tout ça. À ce moment, je pensais partir que 6 mois. Donc, je me suis dit, quitte à voyager, on part loin et tant pis, je mets le basket en pause. Donc voilà, je cherche une famille en Australie via le site Au Pair World, donc un site internet qui propose différents profils de familles. Et c'est là où je me rends compte que je ne parle pas anglais. Donc finalement, remise en question, est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce que je fais? Est-ce que je ne fais pas? Et en fait, après avoir parlé à plusieurs familles, parce que forcément par message c'est facile, mais quand on arrive par FaceTime, j'ai eu 2 familles qui se sont rendues compte que voilà, ça allait être compliqué. Et j'en ai une, finalement, que voilà, tout s'est bien passé. Ils m'ont fait confiance et étaient prêts à m'aider, à apprendre. Voilà. Ça me met en confiance, ça me motive. Et je me dis, bon, après, c'est l'aventure, on verra bien. Je me retournerai s'il faut. Voilà, c'est pas grave, tentons. Au pire des cas, je rentre en France, c'est pas grave. Quand tu prends du recul, de se dire qu'à l'autre bout du monde, il y a une famille qui est prête à me faire confiance, à me laisser garder ses enfants, qui est en responsabilité énorme, en plus de ça, qui ne parle pas la langue, je trouve ça vraiment incroyable. Ça fait quand même gros et tu dis, ok, allez, c'est parti, on donne tout. Du coup, je choisis une famille sur la côte ouest, à Perth, en Australie. Me voilà en septembre 2018 dans l'avion pour rejoindre ma famille d'accueil. Ils ont 2 enfants, Chloé qui a 2 ans et demi et Nick qui a 4 ans. Tout de suite, la famille me met hyper à l'aise. J'ai quelques jours pour me remettre du décalage horaire et de toutes ces émotions. J'observe leur routine afin de m'y intégrer et de pas trop chambouler les enfants, que ça soit le plus fluide possible. Le job est simple, je dois emmener Nick à l'école qui est en face de la maison et Chloé, soit je la garde avec moi, donc on va au parc, on joue, voilà, toutes ces petites choses-là, ou je l'emmène à la crèche et je dois préparer le dîner parce que les parents travaillent toute la journée. Chloé a 2 ans et demi et elle aussi est en train d'apprendre à parler la langue et finalement, nous voilà à s'aider toutes les 2. Nick trouvait ça très drôle et s'est tout de suite pris au jeu en disant it's a table, it's a car, it's a fridge. Et à force, au bout de 3 mois, j'étais capable de tout comprendre. Incroyable la vitesse à laquelle ça va. Et au bout de 5-6 mois, j'étais bilingue. Mais certains mots étaient difficiles, et d'ailleurs, j'en ai toujours qui sont difficiles à prononcer parce qu'avec notre accent français, c'est hyper compliqué. Du coup, maintenant, je suis capable de penser, de rêver en anglais. Et ce qui est au plus grand désespoir de mes parents, je perds mon français. J'ai très vite rencontré plein d'au pairs et l'une d'entre elles, Sandra, une Française, deviendra ma copine d'aventure. Parce que de parler en anglais toute la journée, le cerveau sature et t'es complètement fatigué, donc c'était bien de temps en temps de pouvoir parler en français. Très vite, la routine s'installe, j'ai les enfants la semaine et le week-end. Je décide de faire des activités avec eux le week-end ou alors moi je pars explorer, notamment avec Sandra et des amis autour de Perth. Halloween arrive, petits et grands se déguisent. Dans notre quartier, il y a une rue dédiée à la fête. Les maisons sont ultra décorées. Une va avoir un petit chemin hanté jusqu'au pot de bonbons. L'autre va avoir un groupe de musique, sûrement pour amuser les parents. Avec des décorations, voilà, des têtes de mort, des poupées, des araignées, vraiment un peu de tout. Dans toutes les maisons, c'était vraiment incroyable et super familial. Je passe aussi mon premier Noël au soleil, on ouvre les cadeaux, on saute dans la piscine. Même après 5 Noëls, c'est toujours autant bizarre. Non, Noël, ça va avec la neige. C'est vraiment dur au soleil. Être au pair, c'est aussi un bon moyen de voyage, on dirait pas, et pourtant, ça fait partie de l'expérience. Le but, c'est aussi de découvrir le pays. Avec Sandra, on part faire le Nouvel An à Sydney.
On va regarder le fameux feu d'artifice à l'opéra et on en profite pour visiter la ville. Sydney, pour un peu situer la chose, c'est aussi grand que la France. Donc autant dire qu'on pouvait trouver de tout et de rien. C'était vraiment trop cool en tout cas de découvrir. Et en plus, c'était mon premier vrai voyage. Après avoir passé 6 mois au sein de sa toute première famille d'accueil, Roman en est convaincue, elle en veut encore plus. Chemin faisant, la voilà qui se retrouve sur une île hors du commun au sud de l'Australie, Kangaroo Island. Après 6 mois, j'ai finalement décidé de rester une autre année dans cette famille. Et pour cela, je devais faire mes 3 mois de ferme durant ma première année. Je suis donc rentrée 2 semaines en France pour couper ces 2 ans. J'entendais toutes les expériences de backpackers, notamment celle du ramassage de fruits, et cela ne m'enchantait pas trop. Je me suis dit, pourquoi pas trouver une famille d'accueil, car moi je voulais rester auprès des enfants qui avaient une ferme et trouver un compromis. Et j'ai donc trouvé ma ferme sur Kangaroo Island, qui est dans le South Australia, une ferme de 12 000 moutons. Mes grands-parents qui avaient eux une ferme de moutons, du coup je me suis dit, trop bien, vas-y fonce, ils ont 2 enfants, 2 garçons, c'est parti, nouvelle aventure. Je pars donc 5 mois en 2019 rencontrer Charlie, 3 ans, et James, 1 an et demi. Kangaroo Island, c'est 4500 habitants avec plus de 140 000 touristes par an qui se situent dans le South australien. Cette île est remplie de kangourous, de koalas, mais aussi de serpents. C'est l'hiver, les filles pratiquent le netball, le fameux sport anglo-saxon, et les garçons jouent au footy. Je suis trop contente, je retrouve ces esprits de club de sport comme j'avais en France. On se retrouve le mercredi soir pour s'entraîner et le samedi, on a nos matchs et le soir de match à domicile, gros repas tous ensemble avec soirée à thème. Très vite, je tombe amoureuse de cette île et il y a quelque chose qui se passe. Je m'y sens vraiment bien, c'est calme, les gens sont d'une gentillesse énorme et contre toute attente, ma vie à la ferme se passe super bien. Je me suis principalement occupée des enfants, donc je les avais toute la journée. On allait à la plage, au parc, chez les grands-parents et vu qu'il n'y a rien sur cette île, les familles se retrouvent au parc pour que les enfants jouent entre eux et il y a des activités qui sont organisées. La maman qui est très gourmande, me voilà à faire toutes les pâtisseries françaises avec 2 petits commis. Tout se passe bien. Slow life, minimaliste, on mangeait notre propre viande et légumes. Finalement, tu te recentres sur l'essentiel et j'avais oublié ce que c'était. Mais souvenez-vous, à la base, Roman, ce qu'elle devait faire, c'était travailler pendant 3 mois pour pouvoir rester une année de plus. Alors dans cette ferme, elle travaille aussi avec les animaux et elle s'occupe des moutons. Être au pair, en fait, c'est vraiment une expérience tout-terrain. Ça passe par les changer d'enclos, les nourrir, surveiller les agneaux, les vacciner, les vermifuger, conduire des tracteurs, faire les foins, avoir un chien comme collègue. C'était hyper enrichissant et je suis hyper fière d'avoir eu cette expérience. Au final, Roman reste 5 mois au sein de cette famille sur Kangaroo Island. Avec eux, elle vit donc sur l'île, comme elle nous l'a raconté, mais aussi elle voyage, elle découvre Bali, elle découvre Macao, ou encore Adélaïde, la grande ville la plus proche. Et à l'issue de ce séjour, il est temps de retourner à Perth, retrouver sa toute première famille. Une page qui est pas si facile à tourner. 5 mois, ça passe vite, et me voilà de retour sur Perth, dans ma précédente famille. Mais Kangaroo Island est toujours présent dans ma tête et petit à petit, j'apprends à tourner cette page. Je crée des nouveaux moments avec ma famille, on va à Brisbane, on va à Margaret River, dans le sud de la côte ouest. Les enfants m'adorent, on fait toutes les activités possibles ensemble. À ce moment même, l'Australie a eu des feux de forêt immenses. Kangaroo Island a été énormément touché, plus de la moitié de l'île a brûlé. Donc Kangaroo Island était toujours dans mes pensées. De mon côté, je rencontre, en plus de Sandra, un groupe d'amis et là, on fait les 400 coups. On va faire des road trips, des brunchs, coucher de soleil, discuter toute la nuit. Je pars de nouveau à Bali avec une copine qui me rejoint de France. Et à mon retour, c'est le drame. Le Covid s'est installé. Confinement, je ne peux plus voir mes copines et donc la relation avec ma famille d'accueil a pris une nouvelle tournure. On est 24 heures ensemble et on passe de merveilleux moments. La situation en France était catastrophique pour moi vu d'ici. C'était impossible que je rentre dans un tel voyage pour m'enfermer et déprimer clairement. J'ai ma famille de Kangaroo Island qui me propose de revenir. Ils attendaient un 3e enfant et bien sûr, il y avait toujours autant de travail à la ferme. Après 1 an et demi cumulé avec la famille de Perth, j'ai décidé donc de retourner sur Kangaroo Island. Et là, c'est la confirmation que Kangaroo Island est vraiment spécial pour moi. Et je m'y sens bien. Je rencontre de nouvelles personnes, je reprends le netball en hiver, je joue au basket en été.
Hyper gratifiant pour mon basket d'ailleurs, car je remporte des trophées de meilleure joueuse. Je fais part entière de cette communauté qui est très soudée, surtout après les feux. On a un potager communal, tout le monde s'entraide, je continue d'explorer l'île et fais plein de randos. J'essaie de donner envie à chaque backpackers de venir visiter cette île. Une de ces plages est d'ailleurs élue meilleure plage en 2022. C'est pas rien. Mon aventure se passe à merveille. Entre-temps, ma famille a une petite fille, Bronty. Moi qui suis passionnée d'enfants, de m'occuper d'un petit bébé, c'était génial et nouveau finalement. Je passe donc de 2 à 3 enfants et je me sens encore plus comblée dans mon travail. Après avoir passé près de 4 ans et demi cumulés avec eux, la séparation fut très dure, mais je suis retournée sur Perth pour finir mon aventure australienne. Aujourd'hui, je suis dans une famille de 3 garçons. Hugh, 8 ans, Loki, 6 ans et Cole, 3 ans. Romane a passé donc plusieurs années au sein de différentes familles. Elle a découvert différentes régions de l'Australie, différentes traditions aussi. Elle nous le disait au début de son témoignage, pour elle, c'est important que son expérience d'au pair l'ouvre au monde. Qu'est-ce qu'elle retient finalement de l'Australie ? Au niveau culturel, l'Australie est remplie d'expatriés, de voyageurs du monde entier. Et bien sûr d'Australiens. Toutes les cultures sont présentes et ce qui est génial, c'est que j'ai pu découvrir la nourriture du monde entier. À l'école, les enfants portent l'uniforme. Il y a des écoles pour les filles, pour les garçons ou pour les deux. Toutes les 2 semaines, il va y avoir une assemblée pour parler de l'actualité, de ce qui s'est passé dans l'école, féliciter des élèves, transmettre les valeurs de l'école, réciter l'hymne national. L'école va de 9h à 3h en moyenne et ils font énormément d'activités physiques mais aussi de la musique, tout ce qui est art, et prennent des cours pour se perfectionner dans une compétence ou une matière. Et ça se passe avant l'école ou après l'école. C'est d'ailleurs en partie pour ceci qu'il y a beaucoup d'au pairs, car quand les 2 parents travaillent, il faut bien quelqu'un pour les emmener à toutes ces activités. D'ailleurs, eux aussi, les parents, si tu sors à 5h du matin, tu vas trouver une quantité énorme de gens qui font du sport, donc la course à pied, du vélo, ou dans les salles de sport, avant le boulot, et surtout avant la routine des enfants, ou après le travail, le soir, quand les enfants sont couchés. Tout le monde est content, plein de good vibes, et ça, c'est cool. Impossible de parler des Australiens sans ces animaux. Dans la country, dans les petits villages ou au milieu de l'Australie, c'est souvent que les gens ont des kangourous en animaux de compagnie. Ils les sauvent d'un accident et ils deviennent familiers. Il y a des requins, bien sûr, dans les océans. S'ils s'approchent trop près, les spécialistes déclenchent les alarmes. Dans le nord de l'Australie, tu peux pas te baigner dans l'océan car il y a des crocodiles. Au Queensland, à l'est, tu vas avoir des méduses mortelles, mais tout est adapté et tout se passe bien. Il y a très très rarement d'accidents. D'ailleurs, on n'en parle pas du tout. Il n'y a pas de couche d'ozone, donc les indices d'UV sont élevés. Il y a beaucoup de cancers de la peau, notamment les anciennes générations qui ne se protégeaient pas. En tout cas, les maillots de bain anti-UV, la crème solaire forte protection n'existaient pas. Aujourd'hui, tout le monde met de la crème solaire, porte un chapeau et beaucoup portent de maillots et de shorts anti-UV. Et une dernière, tu peux voir la Voie lactée toutes les nuits étoilée. Ouais, c'est une sacrément belle immersion en tout cas que Romane a faite en Australie et qu'elle nous partage aujourd'hui. Au final, elle nous le disait, elle a vécu au sein de plusieurs familles, elle a rencontré beaucoup d'enfants. Alors je lui ai demandé quel lien elle a tissé avec les enfants, les parents, les familles, au cours finalement de ces différentes expériences. Je suis toujours en contact avec mes 2 premières familles, donc celle de Kangaroo Island, eux, on est plus sur du téléphone, FaceTime, on s'envoie des dessins, des cartes. Voilà, eux, c'est plus parce qu'on est quand même loin de l'un de l'autre. Et ma première famille que j'ai du coup retrouvée comme je suis de retour sur Perth. Et donc là, on se voit régulièrement, au-delà des appels qu'on avait du coup jusqu'à maintenant. Voilà, là, maintenant, je vais pouvoir voir Chloé à la danse, je vais voir Nick au basket. Donc, c'est vraiment trop cool de les voir grandir et de voir de ce qu'ils deviennent et où ils en sont dans leur vie, quoi. Je m'adapte très facilement aux différentes situations, ce qui a fait qu'on a eu des liens très vite, très fusionnels, autant avec les parents avec qui je suis un membre de la famille et les enfants qui me considèrent comme leur grande sœur ou leur tante adorée. Ces 8 enfants ont rendu mon expérience d'au pair et australienne incroyable. Ils ont chacun trouvé leur place dans mes tatouages. C'est une façon de les avoir toujours auprès de moi quand je serai plus en Australie et de dire je serai toujours là aussi. Quand t'es au pair, tu deviens un exemple pour eux. T'as un rôle énorme à jouer dans leur éducation. Pronty, je l'ai presque élevée jusqu'à ses 2 ans et demi. Elle comprend le français et on s'appelle maintenant pour qu'elle continue à pratiquer et commencer à le parler. Nick, je lui ai appris à faire du vélo. James, je lui ai appris à nager.
Des fois, c'est dur de parler à ses propres parents. Moi, ils savent que je suis à leur niveau et ils m'ont confié et me confient plein de choses. Et eux aussi m'ont appris, ils m'ont fait grandir d'une certaine manière. Les enfants est une source d'inspiration pour moi. Ils vont venir me voir en France ou on va se retrouver dans un autre pays où je reviendrai en Australie les voir. Et la petite anecdote, c'est qu'ici, tout le monde a un surnom. Ma première famille m'appelle Man, ma deuxième famille m'appelle Ro et ma famille actuelle m'appelle Roy, prononcé Roy. Et donc en tout, ça fera 6 ans que je fais au pair. Ans en tant que fille au pair en Australie. Est-ce que Romane se verrait elle aussi accueillir dans sa famille un jour des au pairs ? Si j'ai la possibilité, j'aimerais avoir une au pair plus tard. C'est une expérience tellement enrichissante du point de vue des deux côtés. Il y a un échange culturel qui est important. J'aimerais qu'ils aient cette ouverture d'esprit. C'est pourquoi j'encourage chaque famille, chaque jeune d'envisager cette possibilité. Alors si tu es flexible, passionné de découverte, adore les enfants, vas-y fonce. Et chers parents, foncez aussi, vous ne le regretterez pas. Attention, être au pair et avoir une au pair, ce n'est pas fait pour tout le monde. Et moi, j'ai toujours fait en sorte que les premières intéressées, donc les enfants, soient OK avec le fait d'avoir une tierce personne qui va jouer avec eux, mais aussi les guider dans la vie. Et pour conclure le témoignage de Romane, je lui ai demandé si, après ses 6 ans d'expérience en tant que jeune fille au pair en Australie, s'il y avait des choses qu'elle ferait différemment ou s'il y avait un conseil qu'elle se donnerait rétrospectivement à la Romane d'il y a 6 ans. La seule chose que je conseillerais à la Romane de 15 ans, par exemple, c'est n'attends pas tes 24 ans, pars, vas-y, fonce et reviens le cœur rempli d'amour et la tête remplie de merveilleux moments. Floriane, elle aussi, a 28 ans. Elle vit en Bretagne et elle travaille pour l'agence avec laquelle elle est partie en tant qu'au pair. Elle s'occupe des entretiens de recrutement ainsi que des réunions d'information. Floriane a été jeune fille au pair aux États-Unis pendant 3 ans, de l'été 2019 à l'été 2022. Elle a bénéficié d'une extension due à la pandémie du coronavirus. À savoir aussi que j'ai obtenu un master en chimie moléculaire en juin 2018 et que je souhaitais devenir au pair par la suite pour pouvoir améliorer mon anglais, car c'était vraiment une catastrophe, clairement. Et c'était un des points qui me manquait le plus, surtout pour si je voulais travailler dans le domaine des sciences. Il fallait absolument que mon anglais soit meilleur que ce qu'il ne l'était. Du coup, moi, mon objectif, je souhaitais devenir au pair pour améliorer mon anglais. Ça, c'était l'objectif numéro 1. Et ensuite, je voulais aussi devenir au pair pour vivre une expérience unique, parce qu'on a tous et toutes une expérience différente en étant au pair. Et donc, je voulais aussi vraiment créer un lien avec une famille pour vivre plus que juste, en gros, aller dans un pays et apprendre la langue. Je voulais vraiment créer un lien avec une famille et rester en contact avec eux par la suite. C'était très important pour moi. Moi, je voulais pas seulement être au pair pendant 1 an avec eux et que quand c'est fini, c'est fini et voilà. Donc, j'ai commencé à avoir l'idée en 2016 entre ma licence et mon master. Au début, je me suis dit que je pourrais partir entre ma licence et mon master. Comme ça, je finirais mon master avec un niveau d'anglais meilleur. Sauf que comme j'étais dans mes études et que j'avais un peu peur aussi de me lancer, je me suis dit, finis tes études et tu verras plus tard. Donc, en 2018, j'ai fini mon master. J'ai essayé de postuler à certaines thèses parce que je voulais faire une thèse à l'origine, mais en même temps, au fond de moi, je ne sais pas si je voulais vraiment faire une. Et du coup, je n'ai pas été acceptée et je pense que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, en quelque sorte, puisque du coup, 1 an après, 6 mois après, je me suis dit qu'il allait vraiment falloir partir si je voudrais améliorer mon anglais et qu'il était temps de reprendre les démarches. Ça a été très rapide pour mon cas. Extrêmement rapide même. Mais franchement, je regretterai jamais cette décision, même si ça n'a pas été facile tous les jours. Mais c'est vraiment une excellente expérience. Si c'était à refaire, je le referais sans problème. Aussi à savoir que les États-Unis, c'était pas vraiment un rêve pour moi. Enfin, je sais que certaines personnes, c'est vraiment un rêve pour elles depuis toute petite de vouloir y aller. Moi, non, pas forcément. Au début, je voulais aller en Australie, mais quand j'ai commencé à me renseigner sur le programme, je sais qu'en Australie, ce n'est pas une obligation de passer par une agence. Et bon, c'est pas toujours très rassurant.
Et par la suite, quand j'ai commencé à me renseigner sur les agences, l'agence sur laquelle je me suis renseignée ne faisait que pour les États-Unis. Donc je me suis dit, prenons celle-là, puis allons aux États-Unis. De toute façon, ils parlent anglais, c'était mon objectif. Donc j'avais pas forcément de rêve sur la destination. Le but, c'était vraiment d'améliorer mon anglais. Floriane nous le disait, elle est passée par une agence afin de matcher, d'être mise en contact avec une famille qui, elle, de son côté, a aussi été vérifiée. Je laisse Floriane nous raconter ce match, la rencontre et les débuts de son expérience sur place. J'ai fait la réunion d'information mi-avril 2019. Mi-mai 2019, mon dossier était mis en ligne, donc on a un dossier assez conséquent à remplir avec des photos, ce qu'on aime faire, nos expériences de garde d'enfants, ce qu'on fait dans la vie, des renseignements sur notre famille un peu. On a quelques vidéos à faire aussi pour se présenter, enfin plein de petites questions, donc c'est assez long à faire, c'est assez complet surtout. Donc mi-mai, mon dossier était mis en ligne, j'ai très vite eu des demandes de connexion. Donc les demandes de connexion, c'est lorsque les familles sont intéressées par votre profil et nous demandent une connexion donc pour discuter avec eux. Donc moi, ça a été extrêmement vite. J'ai eu 25 demandes de connexion en 2 semaines. Ça a été très vite. J'ai refusé plusieurs familles puisque j'avais 3 critères extrêmement importants pour moi. Je ne voulais pas de famille avec des parents français. J'ai eu plusieurs demandes et je comprends totalement qu'ils souhaitent une au pair française pour pouvoir parler avec leurs enfants, tout simplement. Mais moi, c'était pas mon objectif parce que je me suis dit, si je vais dans une famille française, je vais très peu améliorer mon anglais. Je ne souhaitais pas une famille avec seulement un enfant. Bon, du coup, j'ai été plus que servie puisque quand la famille chez qui je suis allée, quand on a matché, il y avait 3 enfants. Et à la fin de mon aventure, il y en avait 5 parce qu'il y en a 2 qui sont nés durant mon expérience. Et aussi, dernier point, je voulais absolument une voiture sur mon temps libre. C'était quelque chose de très important pour moi puisqu'en France, j'ai ma voiture depuis mes 18 ans. Je vais où je veux quand j'en ai envie, entre guillemets. Et du coup, je voulais pas me retrouver du jour au lendemain sans voiture. En plus, je me suis rendu compte par la suite qu'aux États-Unis, c'est, je dirais, encore plus important qu'en France. Mais les transports en commun étant moins développés qu'en France, c'est hyper important, je trouve. Donc du coup, j'ai refusé plusieurs familles. J'ai par la suite eu plusieurs familles par mail, mais en visio, j'en ai eu 4. Donc avec les 2 premières, ça s'était très bien passé et j'ai commencé à me dire comment est-ce que je vais pouvoir faire un choix si ça se passe bien comme ça avec toutes les familles. Sauf que les 2 familles suivantes, je me suis vite rendu compte qu'on n'avait aucun feeling. Donc j'ai compris qu'en fait, on se le sentait quand la famille avec qui on voulait aller... Enfin, ça se sentait quand même, le feeling. Donc par la suite, j'ai eu 2 visios avec les 2 premières familles. J'ai poussé certaines questions et c'est là que j'ai commencé à pouvoir faire mon choix en fonction des réponses des questions, tout simplement. Et aussi, la famille chez qui j'ai décidé d'aller m'avait mis assez vite en confiance sur un point tout bête, mais après le premier appel, ils m'ont donné les contacts de leurs anciennes au pairs, ce qui m'a permis de discuter avec les anciennes au pairs sur d'autres questions, d'autres points que j'avais pas forcément envie de poser aux parents directement. Et à savoir que du coup, j'étais la 5e au pair de ma famille quand j'y suis allée. Fin mai, on a matché. Donc c'est là que je dis que ça a été extrêmement vite, parce qu'en général, on dit que ça prend entre 1 et 6 mois. Moi, ça a pris 2 semaines. Donc ça a été très vite. On s'est mis d'accord pour que j'arrive fin août. À l'époque, on avait la training school, ça s'appelle. En gros, c'est 4 à 5 jours. C'était à New York pour moi, où on a un peu comme un training pour voir comment tout ce qui est un peu s'occuper des enfants, que c'est très important de discuter, le fait que nos cultures sont différentes, donc on réagit pas tous de la même façon, enfin plein de points là-dessus. J'ai rencontré des au pairs du monde entier, à savoir que je crois qu'on était une 30aine de Français à partir le jour-là. Ensuite, le vendredi, c'est le jour où on est censé partir pour rejoindre nos familles. Donc moi, je suis partie pour rejoindre ma famille qui était à l'époque à Reno dans le Nevada. Du coup, mes vols étaient New York, Dallas, Reno. Et en fait, mon vol Dallas-Reno a été annulé à cause de la météo. Donc j'ai passé la nuit à l'aéroport. Donc ça commençait bien. Ça faisait même pas une semaine que j'étais sur le territoire que les petites aventures commençaient. Ça a été très long. La nuit a été très longue parce que mon anglais était quand même assez light. J'ai dû attendre 5 heures pour changer mon billet d'avion. Par chance, la personne du guichet parlait un peu français et ça m'a tellement rassurée.
parce qu'il était 1h du matin, parce que du coup, j'ai attendu de 8h à 1h du matin pour pouvoir changer mon billet. Et quand j'ai entendu qu'elle parlait un peu français, ça m'a fait un bien énorme. Et du coup, voilà, après, j'ai eu mon vol à midi. Quand je suis arrivée à l'aéroport, les premières personnes que j'ai vues, c'était ma host et la petite dernière qui, à l'époque, avait 17 mois. Enfin, la troisième, du coup, mais c'était la dernière à l'époque. Et quand je suis arrivée, moi, j'avais compris que mon host parlait un peu français. Et quand je le vois, je lui dis en français, dis donc, j'ai eu de la chance parce que si je n'avais pas de place dans ce vol, il n'y avait plus de vol pour Reno aujourd'hui. Et là, il m'a regardé et il m'a dit en anglais, ah non, mais je parle pas français, enfin, pas autant. Et là, je me suis dit, ah oui, d'accord. Et donc là, j'ai réessayé en anglais et je me suis dit, bon, maintenant, il n'y a plus le choix. C'est en anglais à 100% maintenant. C'est enfin, on rentre clairement dans l'aventure. Puis ensuite, on est rentré à la maison et j'ai rencontré leur ancienne au-pair qui, du coup, est restée avec moi pendant 4 jours avant de partir. Donc, c'était cool de la rencontrer puisqu'on avait déjà discuté pas mal avant que j'arrive. Et du coup, c'était chouette parce que c'est comme si je rencontrais une amie de longue date ouais, on s'est très bien entendu. C'était super chouette de partager ces 4 jours avec elle. Elle m'a tout montré. On est allé à la banque pour ouvrir un compte. Enfin, vraiment, elle m'a expliqué comment fonctionnaient les enfants, comment son emploi du temps, tout ça. Donc, c'était super chouette. Et puis, par contre, quand elle est partie le mercredi qui a suivi, ça a été un peu dur pour moi parce que je me suis rendu compte que ça y est, j'allais être seule et qu'il allait falloir tout gérer seule à partir de maintenant. Mais c'est vrai que au début, ça a été un peu dur, les débuts. Mais en même temps, je sais pas comment expliquer, ça a été tellement vite que j'ai plus trop de souvenirs. Je sais juste que quand même, on se pose les premiers jours. Moi, je me suis quand même demandé, mais qu'est-ce que tu fais là ? Parce que tout est nouveau, on a un nouveau rythme de vie, de nouvelles habitudes. Donc, c'est un chamboulement assez violent et d'un coup surtout. Donc, ouais, au début, ça a été un peu compliqué, mais je me suis très vite adaptée. Et puis, j'ai très vite pris mes repères, eu ma nouvelle routine avec les enfants. Donc, ça a été. Concernant la famille aussi, lors du remplissage du dossier et de la recherche de famille, on a des critères à mettre. Et moi, j'avais mis 3 enfants maximum. Je voulais absolument qu'il y en ait un qui aille à l'école, par contre. Donc, c'est ce qui s'est passé quand j'ai matché avec eux. C'était une famille composée d'un papa, d'une maman et de 3 enfants qui avaient à l'époque 5 ans, 3 ans et 17 mois. Donc, 2 garçons et une fille. Et le grand de 5 ans allait à l'école tous les jours. Et le deuxième, il allait à la garderie, enfin au daycare, 3 jours par semaine. Donc, j'aimais bien comme emploi du temps. Le contrat, c'est 45 heures par semaine, 10 heures maximum par jour. Et moi, c'était mon contrat, sauf le vendredi, du coup, je travaillais que le matin. Et j'oubliais le point le plus important. Donc, quand on a matché, il y avait 3 enfants. Et 1 semaine avant de quitter la France, ils m'ont annoncé qu'elle était enceinte du 4e. Bizarrement, j'ai pas été plus surprise que ça. Je sais pas pourquoi, je l'avais pressenti. C'est très, très bizarre d'ailleurs. Quand j'ai reçu le mail, je me suis dit, ok. Bon, j'avoue que ça m'a un peu au début fait peur parce que j'avais vraiment voulu que 3 enfants. Par contre, il m'avait vraiment dit que je m'occuperais pas du bébé pendant toute ma première année. Donc à savoir qu'il est né 6 mois après le début de mon aventure. Mais bon, Covid est arrivé, donc les choses ont changé. Mais je n'avais pas à m'en occuper pendant au moins les 3 premiers mois de sa vie puisque la maman serait là pour s'en occuper durant son congé maternité. Jusqu'à maintenant, les différents témoignages que vous avez pu entendre vous parlent notamment du lien fort, presque indéfectible qui s'est tissé entre les familles et les au-pairs, et entre les enfants et leurs au-pairs plus spécifiquement. J'ai voulu donner la parole à Floriane dans le cadre de cette série parce que j'ai trouvé intéressant son expérience, les conditions fixées au début qui ont clairement changé, qui ont été impactées par certaines grossesses, mais aussi par la pandémie, mais aussi parce que j'ai trouvé que la candeur de son témoignage était très utile. Parfois, le lien met du temps à se créer. Floriane le dit elle-même, au début, elle a juste eu l'impression d'arriver et de vivre chez des inconnus. Je dirais qu'au début, c'est assez bizarre parce que c'est comme si on allait habiter chez des inconnus. En gros, on arrive dans une maison, on a notre chambre et maintenant on fait partie de la maison, partie de la famille. Je trouve aussi qu'on a un énorme impact sur la vie des enfants. Moi, ça m'a toujours un peu surpris
surprise de me dire oh là là, encore une nouvelle personne vient s'occuper de ses enfants. Je sais pas comment eux ils le vivent, mais moi dans ma tête, des fois je me posais beaucoup de questions en me disant je sais pas comment ils le vivent, mais est-ce que c'est facile pour eux ou pas. C'est aussi une autre raison pourquoi j'avais décidé d'étendre avec eux, pour pouvoir offrir un peu de stabilité dans le sens où qu'ils n'allaient pas changer d'au pair directement l'année suivante, parce que je sais que c'est quelque chose que le premier demandait beaucoup. 6 mois après mon arrivée, le premier m'a demandé alors Floriane, qui c'est qui vient te remplacer en août ? Concernant la relation que j'avais avec les enfants, donc comme je l'ai dit précédemment, ça a été assez rapide avec le deuxième et la troisième, mais moi je pense aussi que c'était parce qu'ils étaient plus jeunes. Avec le plus grand, ça a été un peu plus long, donc il avait 5 ans quand je suis arrivée. Je pense que lui déjà, il avait plus conscience du changement, et il m'a énormément testé au début pour savoir ce qu'il avait le droit de faire avec moi, de ce qu'il n'avait pas le droit de faire. Et aussi, je pense qu'il avait besoin d'être rassuré sur le fait que j'étais là pour longtemps et pas pour seulement de passage. Parce que je pense je sais pas trop, mais je pense quand même qu'au début, il devait se dire, ça se trouve, elle va pas rester longtemps, même s'ils n'ont pas eu ça, ils n'ont jamais eu de rematch avec toutes leurs opères. Mais quand même, je pense qu'il a vraiment pris conscience du changement. Et comme il allait à l'école, je passais beaucoup moins de temps avec lui comparé à son petit frère et sa petite sœur, avec qui je passais beaucoup plus de temps. Du coup, ça a été aussi un peu plus long de créer du lien puisque je le voyais beaucoup moins. Je passais seulement 2h30 par jour avec lui. Après, ça nous a pas pris 5 mois pour créer une bonne relation, mais au début, ouais, c'était assez... il a fallu que je lui montre que j'étais là aussi pour lui, mais j'essayais quand même de passer du temps avec lui, ne serait-ce que 3-4 minutes à chaque fois, mais plusieurs fois, pour montrer que j'étais là aussi pour lui, que je pouvais jouer avec lui et que j'étais contente de passer du temps avec lui, puisque du coup, comme je le disais, il était beaucoup moins avec nous. Et un jour, c'était trop mignon, il devait écrire une petite lettre pour quelqu'un qu'il aimait. Il m'avait écrit une petite lettre avec écrit comme quoi il m'aimait parce que je jouais avec lui. C'est là que je me suis dit, en fait, ouais, ça prouve que ça montre que ça paye, en fait, de prendre ce petit temps avec lui, que c'est quelque chose qui lui fait énormément plaisir et que voilà. Et du coup, moi aussi, j'aimais beaucoup partager ce temps avec lui. Et d'ailleurs, c'est celui qui a à chaque fois le plus réagi quand il a su que j'étendais. C'est celui qui était vraiment très content. Les autres aussi, bien évidemment, mais comme ils étaient plus jeunes, je ne sais pas s'ils avaient si conscience de la chose. Mais lui, à chaque fois, il m'a dit « je suis trop contente que tu restes », surtout lors de ma première extension, puisque en avril, du coup 6 mois après que je sois arrivée, il avait commencé à me demander « Floriane, est-ce que tu sais qui c'est qui va venir te remplacer ?» Et puis là, je lui avais dit « en fait, je reste une année de plus ». Et franchement, il était super content et ça m'a fait super plaisir aussi parce que je m'étais dit que, voilà, en fait, il aimait beaucoup ma présence aussi. Et franchement, ça m'avait fait super plaisir et à lui aussi, évidemment, apparemment, puisqu'il me l'avait dit. Et la deuxième année, du coup, ils étaient en vacances quand ils ont appris que je pouvais rester. Mais je sais qu'il avait été aussi très content parce que quand ils étaient rentrés de vacances avec son frère, il m'avait dit qu'il était très content que je puisse rester une année de plus. Et sinon, concernant la relation avec mes hosts, donc comme je l'ai dit, avec mon host, ça a été assez rapide puisque lui, il est assez extraverti. Il discute assez facilement, voilà, il n'est pas très timide, si je puis dire. Avec ma host, c'était un peu plus long puisque elle est plutôt introvertie, assez timide. Au début, c'est pareil, comme je le disais, c'est pareil que pour les enfants, en fait. Du jour au lendemain, je vis chez eux. On avait discuté avant, bien évidemment, mais on se connaît pas plus que ça. On a un peu échangé sur nos goûts, ce qu'on n'aime pas, d'où on vient, ce qu'on aime bien faire, mais sans plus non plus, puisque déjà, on communiquait principalement par mail avant que j'arrive. Et c'est vrai qu'eux, étant très occupés, ils prenaient pas forcément le temps de répondre à mes mails. Ils y répondaient, mais assez tard ou pas très... ils prenaient un peu le temps d'y répondre. Après, ce qui est normal aussi, c'est pas très naturel, je trouve, de discuter par email. On a eu quand même plusieurs vidéo calls, mais c'est pareil, mon niveau d'anglais était assez bas au début et du coup, c'était assez compliqué de discuter naturellement. Moi, ça me demandait énormément de concentration. Je savais pas toujours quoi dire. Si, j'avais les phrases, mais pour les tourner en anglais, c'était pas toujours facile. Et surtout, c'est pas naturel. Si je mets 3 heures à faire la traduction, il y a plus de fluidité dans la discussion et c'est pas très très naturel. Mais du coup, au début, avec elle, oui, on a appris à se connaître. On sait pas toujours trop de quoi parler. Puis, toujours avec ce niveau d'anglais, je pense que ça a pas aidé. Mais c'est vrai qu'au début,
on parlait beaucoup en fait de ce que je faisais avec les enfants. C'était une façon d'avoir discussion en fait le soir. Pareil, les 5 premiers mois, comme j'avais les cours d'anglais le soir, mardi, mercredi et jeudi soir, je ne mangeais pas à la maison, je mangeais pas avec eux. Et du coup, ça aussi, je la voyais pas de la journée en fait. Le matin, elle partait, je commençais à travailler. Le soir, elle rentrait, je partais directement. Et donc, en fait, on se voyait pas plus que ça. Et ça, c'est pareil, ça met un peu pas de distance, mais un peu de temps pour apprendre à se connaître davantage. Mais je pense que c'est devenu de plus en plus fluide et plus facile au moment où j'ai commencé à avoir un anglais beaucoup plus fluide, si je puis dire. Du coup, c'était plus simple de discuter même des sujets assez basiques. Mais c'est vrai qu'au début, c'est un peu comme si j'étais une inconnue, mais c'est même pas comme si, c'est clairement ça, d'être un peu une inconnue chez eux. Ils me connaissent sans me connaître. Pareil pour moi. Et je sais pas trop comment expliquer, mais ça peut être un peu bizarre par moment, la situation. Et puis aussi, le soir, quand elle rentrait du boulot, bien évidemment, les enfants voulaient passer du temps avec elle, donc ce qui est normal. Donc elle passait plus de temps avec les enfants directement, à discuter avec eux. Donc nous, on discutait plutôt ensemble durant le dîner. Mais c'est vrai que parfois, moi, j'avais pas forcément envie de parler plus que ça, puisque comme je l'ai dit, moi, ça me demandait tellement de concentration et d'énergie. Déjà, au début, je sais que les 3-4 premiers mois, le soir, j'étais très fatiguée. Mon cerveau, il était un peu en compote d'avoir essayé toute la journée avec l'anglais. C'était assez intense. Et du coup, c'est vrai que le soir, au dîner, j'étais pas forcément... ça me dérangeait pas de discuter, mais c'est vrai que j'allais pas forcément engager la discussion quand j'avais pas forcément d'idées de conversation ou de choses à dire, tout simplement. Et puis aussi, au début, comme on se connaît pas, il faut vraiment apprendre à se connaître sur tout. On ne peut pas parler de choses comme de souvenirs passés, comme avec des amis, tout simplement. Quand on dit « Oh, tu te souviens de ça? Qu'est-ce qu'on avait pu rire ?» ou de ci ou de ça. Là, il n'y a pas encore ça. Et en fait, c'est un peu bizarre, entre guillemets, parce qu'on est quand même adultes. Mais en fait, on n'a encore rien partagé ensemble, on n'a encore rien créé. Et pourtant, on vit sous le même toit. On est quasiment 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 ensemble. Bon, bien évidemment, sauf durant les heures de boulot. Mais en fait, c'est ça qui est aussi qui peut être parfois un peu bizarre comme situation. C'est pas comme quand on commence un nouveau boulot ou même quand on déménage et qu'on rencontre des nouvelles personnes. Vu qu'on vit pas avec eux, on crée du temps ensemble et en général, on fait que des loisirs où on passe du bon temps. Alors que là, comme on vit la vie complète ensemble, je pense que c'est différent, clairement. Alors que maintenant, ça y est, c'est complètement l'inverse. Quand on s'appelle, on discute de tout et de rien, ça dure assez longtemps. Maintenant, on a des vrais échanges comme si on se connaissait depuis des années. Bon, ce qui est le cas aussi. Mais c'est vrai que comparé au début, des fois, je me dis, waouh, le chemin parcouru quand même. C'est vrai que parfois, avec ma host, du coup, on a eu des discussions parce que je trouvais qu'elle disait pas assez ce qu'elle pensait, parce que c'est quelqu'un de tellement réservé, que je lui ai déjà dit plusieurs fois, mais dis-moi quand il y a quelque chose que je fais qui te dérange ou qu'il y a quelque chose que tu ne veux pas que je fasse ou que tu n'aimes pas. Elle a jamais trop... elle avait plus de mal à me le dire. Et c'est vrai que parfois, ça pouvait m'énerver, entre guillemets, puisque je savais jamais si elle était contente de ce que je faisais ou pas, si ça lui convenait ou pas. Et parfois, c'était un peu... je sais pas trop comment expliquer, un peu bizarre comme sensation. Parce que je savais pas trop comment me positionner, où me positionner. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile. Parce qu'en fait, on rentre dans une famille, on est un 3e adulte qui s'additionne à la vie des enfants. On n'est pas leurs parents, mais on est aussi quelqu'un qui s'occupe énormément d'eux. Donc c'est assez compliqué parfois de savoir comment se positionner au sein de la famille. Et sinon, on a eu principalement des discussions au début. Ça concernait souvent quand j'avais des problèmes avec le premier. Des problèmes, c'est que j'avais beaucoup de mal à cerner, à savoir quoi faire, comment faire avec le premier. Il avait tendance à faire des crises assez rapidement. Mais du coup, parfois, ça me déstabilisait parce que je savais plus quoi faire. Et je voyais très bien qu'eux aussi n'y arrivaient pas toujours. Et donc, du coup, parfois, c'était un peu compliqué. Mais à chaque fois que je leur ai demandé de discuter en disant « Oui, j'aimerais avoir une discussion avec vous pour tel point, ils ont toujours répondu présent. Ils ont toujours dit « Il n'y a pas de problème. On est totalement prêt à essayer de trouver des solutions pour améliorer telle chose ou telle chose. » On a mis plein de choses en place, il y a eu plein de choses qui se sont améliorées, qui ont aidé à ce que ce soit un peu plus calme
tranquille, l'ambiance à la maison, si je puis dire. Et ça, c'était chouette aussi, parce que je sais que dans toutes les familles, ça se passe pas comme ça. Franchement, j'étais très contente de pouvoir avoir comme relation avec eux. Le fait qu'ils m'ont toujours laissé prendre place et être à mon écoute pour essayer de trouver des solutions. Et ça, c'est, comme je le dis, c'était vraiment important pour moi et extrêmement chouette. Donc pour le moment, oui, nous sommes toujours en contact. Après, ça fait 8 mois que je suis rentrée. J'espère que ça va durer. On s'appelle environ 1 à 2 fois par mois, ça dépend. Et sinon, on s'envoie des messages beaucoup plus régulièrement. Du coup, ça, c'est avec mes hosts. Et avec mes kids, j'ai aussi créé une bonne relation, finalement. Enfin, ça a été beaucoup plus rapide de créer une bonne relation avec mes kids et mon host qu'avec ma host. Ça a été beaucoup plus loin avec ma host, mais maintenant, on a vraiment une bonne relation. Je cuisine souvent des plats qu'elle cuisinait et je suis trop fière de lui envoyer une photo. Et même moi, ça me fait super plaisir de manger des trucs que j'avais l'habitude de manger là-bas. Ça me rappelle des bons souvenirs. Et elle aussi, elle cuisine des plats que moi, je cuisinais, notamment les croissants au jambon et à la béchamel. Petite anecdote, du coup, les 2 dernières années que j'étais là-bas, j'ai fait les gâteaux d'anniversaire de mes kids. J'ai adoré faire ça. Ça me prenait du temps. La première année, j'ai mis, je crois, 4 heures par gâteau. Mais j'ai adoré faire ça. Je leur demandais quelle saveur ils voulaient et sur quel thème. Par exemple, le deuxième, il avait demandé un gâteau sur le thème des Lego dinosaures. Du coup, j'avais fait un gâteau en forme de Lego et on avait rajouté on avait rajouté des figurines de dinosaures. Le premier avait demandé un gâteau Pokémon. La petite, elle m'avait demandé à l'époque un gâteau licorne. Enfin, franchement, j'avais trop aimé faire ça. Et cette année, elle m'a envoyé un message, quelque chose comme 1 semaine avant l'anniversaire de la petite dernière, en me disant que elle ne souhaitait pas racheter des gâteaux américains sucrés, comme elle me dit, et qu'elle me demandait si elle pensait que je pourrais réaliser un gâteau sans trop de difficulté. Je lui ai dit bien sûr. Du coup, je lui ai envoyé la recette. Et c'est drôle parce que le jour où elle l'a réalisé, elle m'a envoyé des photos sur chaque étape. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça? Et franchement, non, c'était chouette des styles de partage que j'aime bien, même que je sois super loin, décalage horaire, qu'on puisse encore partager des petits moments comme ça. Et du coup, elle avait réalisé son premier gâteau pour... j'ai dit la petite, en fait, c'était le petit, le 4e. Puis depuis, elle a fait pour la petite dernière, elle a fait pour la 3e, et puis bientôt, elle va faire pour les 2 grands. Et franchement, c'est chouette de pouvoir continuer à partager des moments comme ça, même si on vit plus ensemble. Mais ça me fait toujours plaisir de recevoir des messages comme ça, ou quand elle me pose des questions sur moi, ce que je faisais avant, quand j'étais là-bas, mais qu'elle ne faisait pas forcément. Et par exemple, pareil, je sais pas s'ils vont le faire cette année, mais elle m'avait dit qu'elle souhaitait, mais quand j'étais là-bas, j'avais commencé à faire un petit peu de jardinage, vraiment pas grand-chose, hein, quelques pieds de tomates et de poivrons. Et les enfants, ils aimaient trop ça. Et j'espère qu'ils le feront cette année. Mais ça, c'est chouette aussi, c'est des petits moments de partage que j'ai réussi de créer avec eux. C'est des bons souvenirs. J'espère qu'eux aussi, ils en garderont des bons souvenirs. Enfin, je sais que oui, pour l'instant, ils ont des bons souvenirs. Un autre truc assez drôle, c'est que... Parce que parfois, je me suis dit, j'espère que je garderai quand même contact avec les enfants. Enfin, c'est différent. Nous, on est adultes, ils sont enfants. Ça se trouve, on se dit, une fois on vit plus avec eux, pas qu'ils nous oublient, mais un peu. Et en fait, là, il y a quelques semaines, le plus grand, alors que pourtant, c'est avec lui que j'ai eu le plus de difficultés, que je me suis plus souvent pris la tête, a dit à sa maman qu'il souhaitait que je revienne parce que ça faisait longtemps qu'il m'avait pas vue et que je commençais à lui manquer. Et j'ai trouvé ça trop mignon parce que je me dis, en fait, voilà... je pense qu'il aimait beaucoup le cadre que je lui apportais, que je lui offrais. Et ça, c'est une grande victoire aussi parce que, voilà, c'est pas parce qu'on impose des limites ou un cadre que les enfants nous aiment pas, entre guillemets. C'est super chouette. Enfin, moi, ça m'a fait trop plaisir qu'elle m'envoie ce message. Je trouvais ça vraiment mignon. J'ai du coup aussi pour projet d'aller les voir au mois de juillet. Donc, j'espère que ça va se faire. Faut que je prenne mes billets et j'espère que tout va se faire correctement. Mais du coup, voilà, on a une bonne relation. J'ai pas lâché et je pense que j'ai bien fait, comme je le disais précédemment. C'est vraiment la relation qu'on a aujourd'hui, c'est celle que j'attendais. Du fait que, voilà, j'ai vécu avec eux, mais que je souhaite encore avoir une relation avec eux aujourd'hui. Bien sûr, je vis plus avec eux, j'ai repris ma vie en France, mais voilà, qu'on continue à
à se donner des nouvelles régulièrement. Parfois, quand je vais dans les magasins, s'il y a quelque chose qui me fait penser à l'un d'entre eux, je prends une photo et je leur envoie. Comme par exemple, tout bêtement, hier, quand je suis allée, je suis allée à Keabi, il y avait un petit t-shirt avec écrit Wisconsin et c'est l'état duquel ma host est originaire. Et en fait, je trouvais ça trop drôle parce que déjà, c'est extrêmement rare de trouver un truc... Enfin, j'avais jamais vu ça en France avec écrit Wisconsin. C'est plutôt du style New York, Boston, Chicago ou Los Angeles, San Francisco. Mais Wisconsin, j'avais jamais vu. Et du coup, c'était drôle. Je l'ai envoyé. Elle était surprise, elle aussi. Mais voilà, c'est des petites attentions de la vie de tous les jours qui nous permettent de rester en contact. Et je trouve ça chouette. Et sinon, un de mes rêves futurs, ce serait qu'ils viennent me rendre visite en France, notamment les enfants en grandissant pendant les vacances, ce serait chouette. Mais bon, ils sont encore jeunes, donc on verra dans quelques années. J'espère qu'on sera toujours en contact comme on l'est aujourd'hui. Parce que je sais que parfois, avec le temps, ça peut s'estomper, mais j'espère que ça ne sera pas le cas. L'avenir nous le dira. Donc si je résume, Floriane est partie pour perfectionner son anglais afin de pouvoir travailler dans les sciences. Elle est partie pour 1 an. Au final, elle est restée 3 ans. Elle a vécu une pandémie. Elle était partie dans une famille de 3 enfants. Et finalement, il y en avait 5 à son départ. Avec le recul, ce qu'elle me dit, c'est que cette expérience l'a confortée et l'a poussée à apprendre, à s'accrocher et à ne pas abandonner. Déjà, quand il y a eu Covid, beaucoup d'au-pairs sont rentrés chez elles. Moi, j'ai commencé à me poser la question parce qu'il y a eu des moments, c'était compliqué. Et je me suis dit, est-ce que moi aussi, je rentre tant pis, j'arrête là et je rentre. Sauf que c'était pas du tout dans mon idée. Mais je me suis dit peut-être qu'il est peut-être temps d'arrêter et de rentrer parce que la situation ne s'améliore pas. Du coup, je savais aussi que comme les frontières avaient fermé, au mois d'août 2020, je n'ai pas pu rentrer en France pour refaire mon visa pour pouvoir... avant d'étendre ma 2e année. C'est pas une obligation, mais c'est que lorsque notre visa est renouvelé, on peut quitter le territoire lors de la 2e année si on veut revenir en France ou aller en vacances hors des États-Unis. Moi, je voulais renouveler mon visa, surtout en fait, c'était pour rentrer en France entre ma 1re et ma 2e année pour revoir ma famille, mes amis, faire un break entre guillemets. Mais j'ai su que c'était pas possible assez vite du coup. Après, c'était pas grave non plus, mais c'est juste que je me suis dit bon du coup tu ne rentres pas en France et tu continues directement ta 2e année. Les autres moments où je me suis demandé si c'était pas le temps d'abandonner ou de tout simplement rentrer en France, c'est quand j'avais pas mal de difficultés avec le premier. C'est vrai que ça a été compliqué avec le premier de mes host kids pendant plusieurs mois. Et au début, je me suis dit peut-être qu'il serait tout simplement plus facile de changer de famille, d'aller voir dans une autre famille si ce serait pas plus simple, ou de simplement rentrer en France. Maintenant, avec le recul, je suis hyper contente de ne pas avoir lâché. On a une très bonne relation, c'est ce que j'espérais. Mais quand on est sur le moment, on ne sait pas si la situation va s'améliorer ou pas avec les mois, si ça va prendre du temps, ou si un jour oui, ça va s'arranger, ou si en fait non, ça va rester comme ça tout le temps. Et c'est vrai que parfois c'était fatigant et que je me disais que peut-être ce serait plus simple pour moi d'aller dans une autre famille, mais c'était pas mon objectif, donc je me suis battue entre guillemets et je suis super fière. Je suis vraiment fière aujourd'hui, mais c'est vrai que sur le moment on n'en sait rien. Est-ce que la situation va s'améliorer? Est-ce que si on ne lâche pas, on va finir par créer le lien qu'on souhaite avec la famille, ou est-ce que non, justement, ça va rester comme ça tout le temps? Je pense que c'est des choses qu'on ne peut se rendre compte qu'après, avec le recul, si c'était des bonnes décisions ou pas. Mais moi, je pense que j'ai pris la bonne décision en n'abandonnant pas et en essayant de tout faire pour que ça s'arrange et pour créer les liens que je souhaitais créer avec ma host family. Au moment de notre enregistrement, ça fait déjà 8 mois que Floriane est rentrée en France et que son aventure en tant qu'au-pair entre le Nevada et l'Illinois a pris fin. Seulement 8 mois, mais vous allez voir, Floriane a beaucoup de recul et elle revient sur ce que cette expérience lui a apporté. Franchement, ça m'a apporté tellement de choses, beaucoup plus que ce que je ne le pensais. Moi, j'y allais quand j'ai décidé de devenir au-pair, c'était pour mon anglais. Je me suis dit, mon objectif, c'est de revenir bilingue, enfin, du moins le plus proche possible du bilingue, et de créer une bonne relation avec la famille avec qui j'allais aller vivre pendant 1 an. Ça m'a apporté énormément
Donc déjà, j'ai aujourd'hui créé une très forte relation avec mes hosts. Mon niveau d'anglais est beaucoup plus... j'ai pas envie de dire... j'aime pas dire bilingue, mais beaucoup me disent que si, c'est quasiment du bilingue. J'ai rencontré des gens du monde entier. Donc maintenant, j'ai des amis un peu partout dans le monde. J'ai appris sur la culture américaine, mais aussi sur la culture de mes amis étrangères, du coup. J'ai créé une très forte relation avec certains de mes host kids plus que d'autres, puisque en fait, ceux qui vont à l'école, déjà, on passe un peu moins de temps avec eux, donc c'est différent. Mais quand même, je m'entends bien avec tous. Je sais pas comment expliquer, ça nous apporte une ouverture d'esprit énorme sur le fait aussi de ne pas abandonner à la moindre difficulté. Mais je sais pas, ça nous apprend tellement sur la vie, sur la différence, sur le fait que la culture, le pays, tout ça influence notre façon d'être et notre façon de penser. On est beaucoup plus apte et prêt à changer d'environnement et d'habitude une fois qu'on a vécu ce type d'expérience. À être ouverte sur le futur, dans le sens où je pense on aura toujours on a tous et toutes toujours des opportunités qui se présentent à nous en fonction de ce qu'on vit et de ce qu'on est prêt à vivre. Je sais pas comment expliquer, mais par exemple, depuis que je suis rentrée, j'ai eu plusieurs choses qui se sont présentées à moi, dont clairement, elles ne se seraient jamais présentées à moi si j'étais pas partie en tant qu'au pair. Par exemple, travailler pour l'agence avec qui je suis partie. Si j'étais pas partie au pair, j'aurais pas pu travailler pour eux. J'ai eu aussi plusieurs offres d'emploi juste parce que mon niveau d'anglais est maintenant plus que correct. Par exemple, depuis 2015, du coup, je fais de la couture en amatrice. Je suis autodidacte, j'ai tout appris toute seule. Et depuis que je suis rentrée, je suis en train de faire les démarches pour créer mon entreprise. Ça, c'est quelque chose que je pense que si je n'étais pas partie en tant qu'au pair, je ne l'aurais pas fait. Mais là, j'ai vraiment envie d'essayer. Je me dis, c'est l'occasion d'essayer. Franchement, il n'y a rien à perdre. Je peux essayer, ça marche, ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, mais au moins j'aurais essayé, je regretterai jamais d'avoir essayé. Julia a 28 ans. Elle est barmaid dans un restaurant de la petite ville de Bisbee, à la frontière entre le Mexique et l'Arizona, aux États-Unis. Son enfance a été marquée par l'accueil de différents au-pairs. Accueillir des au-pairs et le devenir, vous allez voir, il n'y a qu'un pas. Dans la famille de Julia, on est au-pair de mère en fille. J'ai grandi en fait en France, dans les Ardennes, dans un petit village de campagne. Et à l'époque, j'avais juste un grand frère. Donc ma mère en fait venait de commencer ses études d'infirmière pour changer de travail. Et mon père, lui, était garde républicain sur Paris. Donc lui, il était absent toute la semaine et donc ma mère était à l'école toute la semaine également. C'est pour ça qu'ils ont commencé à penser en fait qu'ils pourraient vraiment avoir besoin de l'aide de quelqu'un. Je ne me souviens plus exactement en fait la façon dont nos parents nous ont présenté en fait que la décision comme quoi on allait avoir une fille au pair. Parce que j'étais assez jeune, je devais avoir 5-6 ans. Mais ma mère elle-même avait été en fait fille au pair en Angleterre quand elle était plus jeune. Elle nous en avait déjà parlé, déjà raconté quelques histoires. Donc au total, on a eu 3 filles au pair. La première, Renata, qui était restée un peu plus d'1 an. J'ai beaucoup de souvenirs du coup avec elle parce que c'est celle qui est restée le plus longtemps. Elle était vraiment très sympathique et je l'aimais beaucoup. Et après, on a eu 2 autres qui sont restées chacune quelques mois avant de partir soit dans d'autres familles, soit dans d'autres projets. Elles venaient toutes des pays de l'Est, donc de Hongrie, de Pologne et de République tchèque. Les souvenirs en soi, j'en ai pas beaucoup parce que bon, c'était il y a plus de 20 ans. Mais j'ai vraiment pas de mauvais souvenirs. Elles étaient toutes très gentilles avec moi, surtout Renata, donc, qui était ma préférée. C'est vrai que c'était quand même pratique parce que c'était une personne qui était là pour vraiment s'occuper à nous de 100%. En général, ma mère s'occupait des repas, etc. Donc la jeune fille au pair pouvait jouer avec nous, faire des activités avec nous, etc. Donc c'est vrai que quand on a des parents qui sont fort occupés, en tant qu'enfant, c'est vraiment chouette d'avoir quelqu'un qui
qui joue avec nous. Après, je sais que j'ai profité en fait de ce podcast pour en reparler un petit peu avec mes parents et je sais que c'était un peu moins facile du coup pour eux. Surtout à l'époque, en fait, comme il n'y avait pas de Skype ou de Zoom, les filles au pair qu'ils avaient trouvées, par exemple, c'était à travers une agence. Ils pouvaient voir les profils de chaque personne, mais c'était parfois un peu la surprise à l'arrivée, notamment avec les 2 dernières filles au pair qu'on avait eues, où les personnes ne correspondent pas forcément au profil qu'ils ont fait, en fait. Après, malheureusement, on n'est pas vraiment resté en contact très longtemps. Donc mes parents travaillaient beaucoup et bon, moi, j'avais 6 ans, donc à l'époque, envoyer des courriers, etc., quand on a 6 ans, c'était pas très facile. Et oui, il y a 20 ans, c'était pas aussi simple de rester en contact avec des gens autour du monde. Les choses ont beaucoup évolué depuis. En tout cas, cette expérience a fortement impacté la vie de Julia, si tant est qu'elle aussi est devenue au pair quelques années plus tard. Une dizaine d'années après, je suis moi-même devenue fille au pair. En fait, j'étais à ce moment-là dans ma dernière année de lycée et depuis un peu plus d'1 an, j'avais commencé à développer certains problèmes de santé et le traitement adapté en fait me donnait aussi beaucoup d'effets secondaires. Donc ça jouait beaucoup sur mes résultats scolaires et le bac n'allait simplement pas se passer du tout si ça continuait comme ça. Donc j'en ai parlé avec mes parents et on a décidé donc d'annuler en fait cette année scolaire-là pour en refaire une l'année d'après. Et en attendant donc de partir en tant que fille au pair pour travailler mon anglais et aussi faire des cours à distance, histoire de continuer en fait à progresser. Par contre, à côté, mon lycée ne m'a absolument pas soutenue. Pourtant, on avait pris rendez-vous avec le principal, on lui avait tout expliqué, mais malheureusement, ça montre quand même pas mal la fermeture d'esprit en France. Dès qu'on fait quelque chose un peu différent, les gens n'aiment pas trop. Mais bon, malgré tout, on a quand même réussi à me trouver une famille d'accueil en Angleterre, pas très loin de Manchester, et c'était via le site Internet Workaway. Juste après que j'ai eu mes 18 ans, je suis partie et je suis arrivée chez un jeune couple qui venait d'avoir un bébé il y a à peu près 2 semaines. En plus, ils avaient des chevaux et ils faisaient du polo. Donc c'était vraiment très intéressant et moi qui adore les chevaux, c'était un peu le paradis. L'idée principale, c'était donc d'améliorer mon anglais. C'était un peu compliqué et assez embarrassant au début. Mon niveau d'anglais n'était pas très pratique. Mais je suis restée là-bas 6 mois et c'était vraiment le jour et la nuit. Mon progrès était vraiment énorme. En fait, j'avais aucune personne française autour de moi, à part les messages que j'échangeais sur Messenger ou quoi que ce soit avec ma famille. Là-bas, c'était vraiment 100% anglais, donc j'ai vraiment fait beaucoup de progrès. Ça, c'était super. Après, je devais suivre des cours à distance aussi avec le CNED, mais j'ai vraiment pas du tout accroché. Du coup, j'ai plus fait des recherches en fait moi-même. Le CNED, j'aimais pas trop. Une année pour se retrouver donc, et une année pour apprendre l'anglais. Le tout auprès des chevaux et d'un bébé. Le paradis ? Bon, bien entendu, tout n'a pas non plus été tout rose. Julia nous explique. Tout n'était pas tout rose, hein. J'ai eu des moments de solitude, bien sûr, parce que on était un peu au milieu de la campagne. Il n'y avait pas de gens de mon âge autour. Et bien sûr, surtout au début, il y avait la barrière de la langue. Donc c'est vrai que c'était pas tous les jours facile, mais après, on s'habitue. Ce qu'il y a de bien, c'est que quand on est fille au pair dans un autre pays, il y a quand même des jours de repos. Et pendant mes jours de repos, j'explorais toute l'Angleterre avec le système de train qui est vraiment pas très cher. Je pouvais aller partout et c'était super pratique et j'ai adoré ça. Ça m'a vraiment permis de perfectionner ma maîtrise de la langue anglaise. Donc au bac, l'année suivante, j'ai eu 19 en anglais, donc c'était parfait. Et ça m'a aussi vraiment prouvé que j'avais la capacité de voyager de moi-même et de me débrouiller toute seule sans aucun problème. Vous l'avez compris, Julia fait donc partie d'une famille au sein de laquelle plusieurs jeunes filles au pair ont séjourné. Clairement, elle a eu ses préférés, mais finalement, comme nous tous, non ? Julia est ensuite devenue elle-même jeune fille au pair, une expérience qu'elle a beaucoup aimée.
Alors s'il y avait un conseil, elle qui est passée des deux côtés finalement du miroir, un conseil qu'elle pourrait donner à des au-pairs ou à des familles qui s'apprêtent à accueillir des jeunes filles ou jeunes hommes au-pairs, qu'est-ce que ce serait ? Un des points importants quand on accueille une fille au pair, en fait, c'est vraiment de l'aider à se sentir à l'aise, à se sentir en fait à la maison le plus rapidement possible. Ma mère était vraiment très douée à ce niveau-là pour accueillir les gens. Les filles au pair avaient leur propre chambre, leur propre salle de bain. Et une fois qu'elles étaient arrivées, on les emmenait au supermarché pour qu'elles puissent choisir en fait des choses qu'elles aiment manger et que déjà à ce niveau-là, ça soit un peu plus facile pour elles. Et après, c'est important de vraiment prendre conscience en fait que tout est nouveau pour elles. C'est un nouveau langage, c'est une nouvelle routine, des nouvelles personnes, des nouveaux noms, des nouveaux visages. Donc il y a forcément un temps d'adaptation auquel il faut penser. Donc faut pas tout de suite leur donner des grosses tâches le lendemain ou quoi que ce soit. Faut leur donner un temps d'adaptation. C'est assez important de les inclure dans la famille. Donc de les emmener en sortie avec la famille, de faire des choses vraiment ensemble. Et voilà, de les aider un maximum qu'elles s'adaptent bien. Une de nos au-pairs n'avait pas de permis, même si elle avait dit sur son profil qu'elle avait le permis. Et du coup, mes parents, pour l'aider, pour qu'elle puisse être un peu autonome et visiter la région, ils lui avaient acheté une petite mobilette, donc pour qu'elle soit autonome, quoi. Du coup, au final, les conseils que je donnerais autant du côté de la famille d'accueil que du côté en fait de la jeune fille au pair, c'est d'établir un dialogue avant l'arrivée. Donc par Zoom, par Skype ou bien même par email en fait. Vraiment dialoguer, voir que vous êtes compatibles. Ça permet aussi de rassurer tout le monde et de bien préparer l'arrivée, quoi. Ensuite, donc du côté de la famille d'accueil, comme j'ai dit un peu avant, il faut vraiment être accueillant et compréhensif, parce que la langue est différente, les coutumes sont différentes, les routines, ça peut prendre un peu de temps pour faire vraiment partie de la famille. Du côté des filles au pair, il faut bien sûr être ouvert d'esprit, il faut être capable en fait de s'adapter à une nouvelle routine et faut s'adapter en fait à la nouvelle famille, surtout quand ils ont des jeunes enfants. Il faut s'adapter à eux avant. Les enfants vont pas s'adapter à votre routine, c'est l'inverse. Il faut aussi garder à l'esprit que ce sera pas forcément toujours facile, surtout avec des enfants, des jeunes enfants par exemple. Parfois ils vont se mettre à pleurer et même s'ils vont très bien, ils vont pas forcément s'arrêter de pleurer et il faut toujours rester calme et positif. C'est pas toujours facile, mais c'est un peu l'aventure après tout. Un immense merci à Julia, Romane et Floriane pour leur participation. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé de près ou de loin à cette série. Vos commentaires, vos témoignages, vos questions aussi m'ont aidé à créer tout ce contenu que vous découvrez cet été. Mais cette série n'est pas terminée. La semaine prochaine, on continue notre plongée dans le monde des au-pairs et nous parlerons de certaines expériences qui ne se sont pas complètement passées comme prévu. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, peut-être que vous avez envie de nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify par exemple et laissez des petits commentaires, ça aide énormément. Et en toute sincérité, ça fait aussi très plaisir. Tradition oblige, je vous propose de découvrir un petit extrait pour savoir de quoi nous allons parler plus en détail la semaine prochaine. Vouloir partir d'une maison, ça veut dire à la personne qui est responsable de cette famille qu'on se sent pas bien chez eux. Et moi, je trouve ça vraiment très très dur de dire ça à l'âge de 18 ans. Ça me paraissait insurmontable parce que c'est comme dire que leur famille, elle est horrible, alors que c'est pas le cas, c'est juste qu'elle ne me convient pas. Et puis je me dirige vers la porte d'entrée avec toutes mes affaires. Et là, je dis un dernier petit mot à la maman qui était là en me disant que j'en tenais que le meilleur, tout ça. Et elle me dit, c'est très décevant, surtout à ton âge. Et elle m'a claqué la porte au nez et je suis partie. Et une fois que j'ai débarrassé toutes mes affaires, que je donne mes cadeaux, parce que j'avais apporté des cadeaux un peu à tout le monde, on décide d'aller au restaurant. J'ai demandé à Laura
combien ça allait me coûter parce que fallait que je paye ma part en fait dans ma tête. Et là, elle me dit « Mais non, Sarah, tu fais partie de la famille, c'est nous qui t'offrons le restaurant et ce sera nous qui allons t'offrir les restaurants pendant les 10 prochains jours, ne t'inquiète pas. L'argent que tu vas gagner en t'occupant de Gianluca et Nicolo, ce sera ton argent de poche, tu le gaspilleras comme tu voudras, mais ne t'inquiète pas avec ça. » Et là, j'ai fait « Waouh, les vacances vont être vraiment géniales » parce que pour moi, c'était clairement des vacances, hein. C'était pas mes enfants, mais c'était tout comme parce que je les aimais et je les aime toujours comme si c'était mes enfants. C'est plus qu'une relation de frères et sœurs, c'est un mélange de la relation de frères et sœurs et la relation de parents-enfants, mais aussi je pourrais dire, comme une marraine, en fait. Si vous êtes aux États-Unis, j'espère que vous passez ou avez passé un merveilleux week-end du 4 juillet. Et pour tous les autres, je vous souhaite un très bel été. À mardi!